Lorsqu'on organise un événement, peu importe l'envergure, c'est essentiel d'être bien entouré. Le défi vainqueur ne fait pas exception et a la chance de pouvoir compter sur des partenaires au grand cœur. Dans le cadre d'une série de capsules vidéo intitulée À la rencontre des partenaires, je vous présente ces précieux partenaires et leur contribution au défi vainqueur. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je rencontre Jean-François Tapp, fondateur d'événements Gaspésia et copropriétaire du camp de base Gaspésie. J'ai connu ce personnage coloré de la Gaspésie à l'été 2019 lors du Gaspésia 100, un événement de course en sentier organisé par Événements Gaspésia. Il m'était donné comme défi de compléter le parcours de 160 km. C'est une expérience qui me restera gravée à jamais dans ma mémoire pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, un parcours étonnamment plus difficile que prévu, la beauté du paysage et un directeur de course animé par une passion qui nous fait vivre des moments uniques. C'est vraiment pas commun de tenir une réunion d'avant-course dans une église ou de donner le départ officiel sur une plage en arborant un habit de pêcheur. Mais le Gaspésia 100, c'est aussi pour moi l'expérience d'un premier et le seul abandon à ce jour dans le cadre d'une course officielle. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être que mon petit cœur me permettra un jour de prendre ma revanche sur cette course et de franchir la ligne d'arrivée. Salut Jean-François, comment ça va? Salut Jonathan, ça va bien toi aussi? Oui, très bien, très bien. Je sais que tu es très occupé ces temps-ci, puis j'apprécie le temps que tu m'alloues pour cette entrevue aujourd'hui. Bon, regarde, on fait un petit 5 à 7 ensemble, ça va être le fun. Avec la beauté, disons, tu as un très beau arrière-plan, là. Pas mal plus beau que le mien. Quand même, oui, puis il fait super beau aujourd'hui à Percé, alors on est très, très gâtés. Ben, merci beaucoup. Puis j'en profite pour commencer pour te remercier sincèrement d'avoir accepté d'être partenaire du défi vainqueur puis d'être avec moi aujourd'hui. Ben, c'est vraiment un plaisir. On est tout le temps touché par les actions des membres de famille Gaspésia. Alors, tu es un bon exemple présentement d'engagement dans la communauté avec ce que tu vis personnellement, mais la façon dont tu le partages également avec la communauté. Alors, c'est vraiment un plaisir de collaborer à ton initiative. Ben, c'est bien gentil. Puis j'ai un lien avec tous les partenaires du défi. Mais j'avoue que le Gaspésia 100, comme je disais d'entrée de jeu, est particulier pour moi parce que c'est comme un combat à finir, là, en guillemets, là. Un jour, c'est possible. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs coureurs qui ont une job à terminer au Gaspésia 100 un jour. Ouais. Donc, ben, si tu me permets, j'aimerais ça t'entendre un petit peu sur ton parcours. Là. Je sais que ça fait plusieurs fois que tu le dis, mais j'aimerais que tu le redises à nouveau là, qui t'a amené là, à fonder là, l'événement Gaspésia, puis copropriétaire du camp de base de Gaspésie. Oui, ben moi, à la base, je suis gaspésien. Donc, je suis un petit gars de Gaspésie. Je suis né ici. J'ai tout le temps eu un attachement profond par rapport à la Gaspésie, particulièrement dans mon adolescence où il n'y a rien qui allait bien en Gaspésie. Mais moi, je m'accrochais aux choses qui étaient intéressantes. Les années 90, là, même si économiquement, rien n'allait en Gaspésie avec la crise du poisson de fond, les fermetures de mines, les fermetures de moulins. Moi, c'est l'époque que je développais mon appartenance en représentant la Gaspésie dans des championnats provinciaux de toutes sortes de sports. Donc, pour moi, c'était une belle fierté d'avoir la pince de homard qui est en fait géographiquement notre région sur le chandail. À écouter l'histoire de mon grand-père également, je trouvais ça pas mal inspirant. Ouais, c'est ça. Donc, la pince de droite est un peu la Gaspésie sur une carte. Il y a l'histoire de mon grand-père aussi qui me remplissait de fierté par rapport au parcours des Gaspésiens. Puis moi, ça a toujours été clair dans mon esprit que je voulais revenir dans la région pour contribuer au développement. Déjà, là, à l'époque, là, je voyais qu'il y avait des gens qui continuaient de croire en la Gaspésie, puis qui demeuraient en Gaspésie, puis qui maintenaient leurs initiatives à flot. Alors, moi, ben, j'ai quitté pour les études supérieures avec la ferme intention de revenir à un moment donné dans la région ce que j'ai fait il y a une quinzaine d'années.
Donc, je suis revenu dans la région. Puis peu de temps après, ben, j'ai fondé les événements Gaspésia qu'on connaît maintenant aujourd'hui avec principalement l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui est devenu un des événements de course en sentier chouchou des Québécois, puis même des gens des Maritimes. Alors, on est très, très fiers de ça. Mais également le Gaspésia 100 marathon de vélo de montagne, qui est dans le fond le grand frère de l'Ultra Trail, le marathon Gaspésia, le grand fond d'Eau-Forillon et un paquet d'autres événements là, sur lesquels on travaille présentement pour le grand déconfinement, pour un retour à la normale, on l'espère. Puis bon, ben, parallèlement à ça, en recevant des gens 2-3 fois par année pour leur faire découvrir notre terrain de jeu, ben, on s'est rendu compte que ça serait le fun de le faire à l'année. Donc, c'est un peu ça, le camp de base Gaspésie à Coin-du-Banc. C'est un établissement qu'on a ouvert vraiment en intégrant toutes nos passions. Notre passion pour, évidemment, les activités de plein air, notre activité pour l'histoire, les arts, les saveurs régionales également. Donc, on a intégré à peu près tout ce qui nous anime de la vie en Gaspésie dans ce projet-là. Puis bon, ben, on est très fiers de le présenter très humblement là, aux visiteurs qui viennent nous voir toute l'année durant parce qu'on est un des seuls établissements de Percé qui est vraiment ouvert 12 mois par année. Alors, moi, là, toi, tu me connais comme directeur de course des événements Gaspésia, mais il y a des gens ici qui me connaissent comme guide de kayak, guide de paddleboard, guide d'escalade de glace, guide de ski hors piste, guide de vélo également, parce que le vélo est ma première discipline, le vélo de montagne. Alors voilà, c'est un peu la petite vie qu'on s'est forgée ici en Gaspésie. Comme tu aimes souvent dire, tu as plusieurs chapeaux. J'ai plusieurs calottes, ouais, j'ai plusieurs calottes. J'aimerais t'entendre sur quelques points, mais dans l'ordre, plus personnellement pour toi, parce qu'au-delà de tout ça, toi-même, tu es un sportif, tu es un athlète. Tu participes, tu fais de la course, du vélo, tu fais plein de sports. Pour ce qui est précisément de l'Ultra Trail, as-tu une expérience que tu as vécue, qui t'anime le plus, le plus beau souvenir? En fait, moi, je ne suis pas plus un coureur que je suis un cycliste ou que je suis un joueur de hockey. Je me considère vraiment comme un athlète amateur multisport. Alors, quand on me demande là, mes plus beaux souvenirs de courses ou d'événements, ben, souvent, ils s'entrechoquent tous dans ma tête. Donc, non, je te dirais que je n'ai pas particulièrement de souvenirs de courses en sentier plus marquants que d'autres. Moi, pour la course en sentier, pour moi, c'est arrivé dans ma vie là, au milieu des années 2000 lors d'un voyage en France où, dans le secteur de Pralognan-Levallois, je suis arrivé là-bas. Puis, la veille, il y avait une course de trail running. Puis mes amis québécois qui m'accueillaient là-bas me disaient « Hey Jeff, on va aller faire la randonnée. » Où hier, il y avait une course de 40 km en sentier. Alors, on est allé avec nos bottes de marche, comme c'était la coutume dans ce temps-là pour les randos. Puis, plus qu'on montait pour se rendre au lac des Chefs, puis je me disais, tabarouette, ils sont complètement sautés là, de faire une course là-dedans. C'était des roches libres comme on retrouve dans le parc de la Gaspésie. Puis, à mon retour ici, ben, c'était sombré un peu dans l'oubli parce qu'à l'époque, au Québec, il y avait probablement juste Jean Fortier qui faisait le XC La Vallée, puis il y avait l'Ultimate XC à Saint-Donat également. C'était à peu près les deux seules courses de trail à l'époque. On n'appelait même pas ça du trail running à l'époque, on appelait ça du cross-country. Alors, c'est un peu sombré dans l'oubli, puis ben, c'est revenu dans ma vie là, avec l'Ultra Trail du Mont-Albert où j'ai été invité à collaborer à la première année. Finalement, j'ai collaboré au premier mois parce que j'ai quitté cette organisation-là très, très rapidement parce que leur pratique ne correspondait pas à mes valeurs et à ce que je souhaitais faire pour la Gaspésie. Puis, ben, c'est là que je me suis dit qu'un jour, j'allais organiser une course de trail running vraiment à la gaspésienne, qui allait sentir la Gaspésie, qui allait mettre en valeur vraiment tout ce qu'on a de meilleur. Puis, ben, ça a donné l'Ultra Trail Gaspésia 100 que plus de 1200 personnes participent maintenant à chaque année. Puis j'affirme qu'on écoute la saveur gaspésienne parce que courir sur une plage dans l'eau avec le rocher percé aussi, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment un parcours là, unique. Oui, bien absolument. Quand on a dessiné le parcours, là, on souhaitait vraiment dessiner un parcours qui allait être unique, qui allait être inimitable. Donc, évidemment, avec des sections de plage, ici à la plage des pêcheurs, du côté de Percé, à l'Anse du Nord, avec des vues magnifiques sur le rocher, toutes les belvédères avec les vues magnifiques dans le Géoparc mondial UNESCO. C'est des éléments qui ne peuvent pas être copiés nulle part ailleurs au Québec, nulle part dans le monde. Alors, c'est une belle signature qu'on a sur nos parcours, puis on est très fiers de
de partager notre terrain de jeu avec autant de coureurs à chaque année. Et juste pour finir avec ton penchant, Jean-François de l'athlète, comment tu as trouvé ta participation dernièrement à l'Ultra Trail des Chic-Chocs? Ça s'est bien passé? Ah ben oui, c'était vraiment super. En fait, c'était la première fois que je retournais sur un événement dans les Chic-Chocs depuis l'année où je l'ai organisé. Donc, évidemment, là, je n'ai pas senti le besoin d'encourager les anciens organisateurs, mais depuis que c'est les Gaspésiens qui ont pris le contrôle de l'édition, bien évidemment, là, on a commencé à se rapprocher avec la gang de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Puis c'est des gens que j'aime beaucoup, là, Éric Lévesque, Alexis Poirier, tout ça, c'est des gens qui sont engagés dans le développement de la Gaspésie, dans le développement du sport également en Gaspésie. Alors, c'était une belle occasion de renouer avec tout ce beau monde-là, puis de renouer avec un parcours que j'aime beaucoup aussi, là, le Tour du Mont-Albert. C'est une randonnée pédestre qui est difficile, donc à la course à pied, c'est d'autant plus une épopée épique. Oui, Ben, tout à fait. cette année, c'était le cas encore une fois là, avec les pluies diluviennes qu'on a eues dans la semaine précédente. Ça a complètement défroqué les parcours du parc de la Gaspésie. Alors, ça a créé une aventure assez tordue à laquelle ça a été pas mal de fun de participer. Cool. Puis, j'aime poser la question à ceux qui sont impliqués dans l'événementiel. Dirais-tu que ton bagage de sportif, d'athlète, il t'aide à planifier tes événements? Oui, c'est sûr. C'est sûr que le fait de participer à des événements d'autres, ça donne un coup de main. Ça nous permet de voir aussi quelles sont les attentes des athlètes quand ils participent à nos événements. Mais tu sais, comme dans le sport professionnel, par exemple, Wayne Gretzky n'a pas été particulièrement un très bon coach. Hein? Alors, ça ne veut rien dire, mais ça donne des atouts pour comprendre un peu, pour comprendre la game. Alors, c'est sûr qu'étant un athlète amateur, ben, ça me permet de peaufiner certains éléments de l'organisation, mais je pense que après ma barre, pour livrer un événement comme l'Ultra Trail Gaspésia, qui dure quand même 30 heures consécutives non-stop. Cette année, ben, il durait 60 heures consécutives avec l'ajout du 150 000. Donc, c'est sûr qu'après ma barre, ça prend surtout de l'énergie, une bonne capacité de mobiliser les gens, puis ben, un bon sens de répartie, puis une résistance au stress parce qu'il se passe plein d'affaires dans un événement, dans un ultra. En arrière du rideau, c'est assez extraordinaire tout ce qu'on peut vivre, l'équipe d'organisation. Oui, effectivement, pour m'être impliqué dans quelques événements là, en tant que bénévole, on voit vraiment qu'est-ce que ça prend là, pour organiser un événement. Oui, absolument. Ne sont pas toujours conscients de ce que ça prend, mais c'est assez impressionnant. Oui, absolument. Ben, justement, parlons-en du Gaspésia 100. L'année passée, en temps de pandémie, vous avez eu une édition quand même particulière, un défi que les gens étaient invités. Là, vous avez été dans les premiers à mettre en place cette formule-là, format défi virtuel. Ouais. Tu nous en jaser? C'est quoi ton post-mortem que tu fais de ça? Ben, en fait, ce qui est le plus drôle avec le challenge Gaspésia sans NAC, c'est que moi, au début, je ne voulais rien savoir. Quand les gars de NAC m'ont écrit pour m'offrir leur aide, bien évidemment, j'étais touché. Mais ma réflexion a d'abord été, ben hey les gars, vous êtes en pandémie, vous autres aussi. Alors, c'est gentil de vouloir m'aider et de m'envoyer des sous, mais vous êtes en pandémie, vous autres aussi, ça ne sera pas facile pour vous, les ventes, ainsi de suite. Alors, puis je n'étais pas chaud à l'idée de créer un défi virtuel parce que, ben, comme tu le sais, c'est vraiment une expérience gaspésienne qu'on crée ici. Puis je ne voyais pas comment j'allais pouvoir transposer l'expérience gaspésienne de façon virtuelle. Mais par le passé, j'en jase avec des athlètes, dont Hélène Dubé, en rejasant avec la gang de NAC, Nicolas Dan à l'époque, Mine également, William Walker. On a fini par définir la sauce du challenge Gaspésia sans NAC en intégrant des partenaires comme Tourisme Gaspésie qui se sont impliqués en offrant un forfait extraordinaire à gagner en prix. Gaspésie Gourmande qui est embarqué en offrant également différents prix de participation, puis de caribou. Puis bon, ben, ça nous a permis également de mettre en valeur les produits alimentaires gaspésiens. Donc, à chaque semaine, les athlètes prenaient des photos de leur performance, puis ils se prenaient en photo en train de manger des crotons gaspésiens, de manger du filet de morue, de boire une pite de caribou, une ovale. Alors, finalement, ça nous a permis d'atteindre nos objectifs de faire parler de la Gaspésie, de faire parler de notre événement, puis de faire parler de la Gaspésie. Alors, suite à ça, ben, c'est sûr que ce qu'on retient, on retient qu'on a été chanceux d'avoir autant de visibilité dans une année
dans une année qui a cloué tout le monde dans leur bureau, tout le monde dans des entraînements individuels. Donc, je te dirais qu'on a été extrêmement choyés de pouvoir compter sur cette machine promotionnelle-là en temps de pandémie, puis de nous permettre de faire courir 3200 coureurs partout à travers le monde, puis de faire jaser de la Gaspésie. Bien, ça a été vraiment une belle épopée. Ça a valu la peine de mettre toute l'énergie qu'on a mis dans ce projet-là. Oui, tout à fait. Puis moi, comme coureur, en tout cas, je te confirme que je trouve aussi que ça a été une belle réussite. Moi-même, je l'ai faite. Ça consistait à faire le fameux 100 000, 160 km, mais étalé sur un mois en 30. Oui, c'est ça. Un petit œil à trouver en présentiel de 30 heures. Là. Fait qu'on le faisait en 30 jours. Ouais. Ça donnait une petite motivation supplémentaire là, à cette période plus sombre. Oui, puis ce que ça a donné, ben, ça a donné le goût à plein de gens qui ne connaissaient même pas le trail running, qui ne connaissaient même pas la Gaspésie, de venir participer à notre événement. Puis cette année, l'Ultra Trail qu'on vient juste de vivre, on avait vraiment un nombre assez extraordinaire de participants qui en étaient à leur première visite avec nous. Puis, dans le sondage, il y en a plusieurs qui ont entendu parler de nous à travers le Challenge Gaspésia sans NAC. Alors, finalement, ça a été une excellente activité de communication. Je pense que les gars de NAC Bar aussi ont trouvé que c'était une belle activité de communication. Ça leur a permis de se faire connaître également davantage puis d'atténuer un peu les impacts de la pandémie sur leur vente. Alors, un beau succès finalement pour l'ensemble des partenaires. Et si je ne me trompe pas, NAC, entre autres, ils ont resté finalement partenaires d'événements Gaspésia là, pour cette année. Oui, tout à fait. NAC s'est joint à nous cette année. Puis bon, ben, on espère que ça va être le fruit d'un partenariat qui va durer longtemps pour les années à venir, puis qui vont continuer de nous accompagner dans notre croissance également. Puis ben, nous-mêmes d'accompagner NAC dans leur croissance parce qu'eux aussi, c'est quand même une jeune entreprise qui est très, très innovante. Alors, on est très heureux d'être partenaire avec ces jeunes gens-là. Cool. Puis, fait que là, on a parlé de l'édition de l'année passée qui était vraiment en pleine pandémie. Cette année, c'était comme vers la fin de la pandémie, mais il restait quand même beaucoup de mesures à respecter. C'est quoi les mesures que vous avez? Parce qu'au moins cette année, vous avez pu faire un événement là, sur place. Ouais. Il y a des mesures qui ont dû être respectées. C'est quoi les mesures? Est-ce qu'il y en a que tu retiens pour le futur, que tu vas continuer de faire appliquer ou il y en a que… Oui, c'est sûr qu'il y a des éléments, là. Il y a des modifications qu'on a dû faire à notre événement à cause de la pandémie qui risquent de demeurer dans le futur. Écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ultra Trail Gaspésia 100 cette année est à peu près un des seuls événements qui a eu lieu au Québec avant la date du 25 juin où le gouvernement permettait de tenir des événements. Donc, nous, ici, comme on est en zone verte, on nous a permis de créer des regroupements allant jusqu'à 50 personnes. Évidemment, dans notre cas, nous, comme on tient 11 départs pendant la fin de semaine avec un maximum de 100 coureurs, bien, ça nous faisait simplement doubler le nombre de départs. Donc, le 100 km, plutôt que d'avoir un départ, bien, il y en avait deux, avec deux pelotons de 50 coureurs qui se suivaient là, à 10 minutes d'intervalle. Donc, c'est sûr que si je pense notamment à tout ce qui est le protocole d'accueil des participants du côté de l'Oasis, notamment l'ancienne école de Percé, bien, c'est sûr qu'on va continuer de travailler avec le protocole COVID parce que ça nous a permis de travailler très, très rondement. Je pense également à fort probablement d'avoir éclaté notre horaire pour le rendre un peu moins intense puis étaler les arrivées dans le temps. Ça risque d'être un élément qu'on va conserver aussi parce que ben, ça rendait la ligne d'arrivée plus intéressante pour les spectateurs qui étaient très peu nombreux cette année parce qu'on contrôlait leur présence. Mais bon, dans un contexte où là, on reviendrait à la normale avec des spectateurs et tout, je pense qu'il y a certains éléments qui vont valoir la peine d'être maintenus. Mais c'est sûr qu'on a hâte à un retour à la normale pour redevenir chaleureux, recommencer à donner des câlins, des poignées de main, des high-fives, des becs aux filles, puis évidemment de tenir le barbecue puis de prendre la petite bière Pit Caribou directement sur la rue plutôt que d'envoyer les gens dans les restaurants. Donc, c'est sûr que le barbecue d'après-course avec les saveurs régionales, ben, ça fait notre marque de commerce un peu. Puis bon, ben, cette année, le fait qu'il n'y en a pas eu, pas plus qu'il y a eu une grande messe le vendredi soir d'ailleurs, ben, ça a créé
ça a créé un vide. Puis, bien évidemment, les coureurs espèrent que ces éléments-là qui font la signature de l'événement puissent revenir dès l'an prochain. Mais je suis très confiant que dès l'an prochain, là, on va pouvoir avoir un événement qui va ressembler à ce qu'on a connu avant 2019. Ben, c'est au moins la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a certaines mesures qui vont être retenues là, pour le futur. Puis il y a certaines, c'est ça, il y a certains ajustements qui étaient quand même proactifs dans le sens que ça apportait du positif. Là. Ben oui, clairement. Puis, tu sais, on ne se fera pas de cachette. Là, la pandémie nous a quand même permis de remarquer que on n'était pas tout le temps propre dans nos vies. Alors là, ben maintenant, on a pris quand même des bonnes habitudes liées au lavage des mains, liées également au rassemblement, et ainsi de suite. Alors, c'est sûr que ça va être des pratiques là, qui vont être importantes de maintenir justement dans l'avenir, puis qui feront quand même pas de tort à la vie sur Terre. Là. Puis même, tu sais, on parlait de départ par vague, tu sais, aussi l'avantage pour avoir parlé aussi à Marlène Côté d'Aricana, tu sais, ça permet une meilleure expérience, entre guillemets, sur les sentiers en soi parce qu'il y a moins de congestion. Fait que ça permet une meilleure expérience pour le coureur en soi, là. Oui, c'est sûr que nous, nos parcours sont aménagés quand même pour séparer les hommes des enfants très tôt dans la course. Alors c'est sûr, quand on se retrouve sur les falaises de Canne de Roche, très rapidement, le peloton, il éclate. Mais effectivement, pour les courses qui sont plus de masse que la nôtre, ben, si je prends par exemple l'Athlétique du coureur dans la région de Québec qui attire beaucoup, beaucoup de personnes sur des sentiers très, très serrés, ben, c'est sûr que ça permet justement d'améliorer l'expérience puis d'avoir un petit peu moins de bouchons de circulation dans les sentiers. Tout à fait. Et pour l'édition de cette année, le taux de participation, il a-t-il été similaire aux autres années? Parce que jusqu'à la dernière minute, les mesures changeaient, tout ça. Est-ce que tu as des gens qui ont dit, bon, ben moi, finalement, je reporte à l'année prochaine, j'annule? As-tu eu beaucoup d'annulations puis de reports? Oui, c'est sûr. L'Ultra-Trail de Gaspésie-Océan, c'est un événement qui double en volume à chaque édition. Donc, la dernière édition, on était autour de 600 participants. Cette année, on avait vendu 1200 dossards. Mais avec les annulations des coureurs internationaux, des coureurs qui viennent de l'extérieur du Québec, parce qu'on a quand même une très forte proportion de coureurs qui proviennent des Maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, on était plus autour de 675 coureurs cette année. Donc, ça nous a amené quand même à une croissance par rapport à 2019, mais qui était largement en bas de ce qu'on s'attendait et de ce qu'on avait vendu. Évidemment, tout ce beau monde-là a été transféré l'année prochaine. Donc, déjà, là, pour l'an prochain, ben, on a déjà au-delà de 400 dossards qui sont réservés. Donc, il y a quand même 30 des dossards qui ont déjà été attribués. Donc, je m'attends à ce que dès l'ouverture des inscriptions, je m'attends à ce que les dossards ne traînent pas très, très longtemps puis qu'on affiche complet très, très rapidement. Fort probablement, aux alentours de Noël, là, je m'attends à ce qu'on ait un compte complet puis qu'on soit en mesure de savoir avec combien de coureurs on va composer pour l'édition 2022. La prochaine. L'édition 2022. Je suis mêlé dans mes années un peu. Et tu sais, en supposant que la situation revienne là, en guillemets à la normale, est-ce que vous allez limiter encore à 100 participants là, par distance? Oui, tout à fait. On va garder ce contingentement-là de 100 coureurs par distance. Surtout parce que ça correspond à notre capacité d'accueil. C'est quand même assez difficile de recruter des bénévoles en Gaspésie en plein début de saison touristique. Donc, avec les ressources humaines qu'on est en mesure de mobiliser, là, c'est pas mal le maximum qu'on peut accueillir. Donc, 1200 coureurs risque d'être notre chiffre magique. Où on s'attend d'avoir une progression, mais c'est au niveau du trail scolaire. Parce qu'en 2019, on avait organisé une édition pilote du trail scolaire avec des enfants d'âge préscolaire et primaire des 3 commissions scolaires de la Gaspésie, donc les commissions scolaires francophones et anglophones. Bien, c'est l'expérience qu'on veut rééditer, évidemment, en invitant également les jeunes des écoles secondaires à participer. Donc, on s'attend d'aller chercher 1000 à 1500 jeunes pour le volet scolaire de l'Ultra Trail Gaspésie-Océan pour faire découvrir le cross-country et la course en sentier aux jeunes. Alors, nos objectifs là, de croissance sont vraiment auprès des jeunes de la région pour se former une base
de peut-être futurs finissants du 100 000 un jour dans plusieurs années. Ben oui, ben oui. Puis là, tu as parlé un petit peu des deux extrêmes. On a parlé du 100 000, on a parlé des courses pour les jeunes, mais pour les gens qui sont peut-être moins familiers, qui nous écoutent, vous offrez quand même là, une panoplie là, de distance. Oui, tout à fait. Ben, l'idée dans tous les événements Gaspésia, c'est de promouvoir une distance complètement folle avec un parcours complètement sauté, mais évidemment d'offrir des distances pour tous les niveaux d'athlètes. Donc, l'Ultra Trail Gaspésia 100, là, c'est des parcours qui vont de 1 km pour les enfants à 3, 5, 12, 25, 35, 54, 104, 160, puis maintenant 250 km. On a des courses par étapes également pour ceux qui veulent voir plus de sentiers, mais en courant des petites sections. Donc, on a un transpercé de 100 km, de 50 km également. Puis là, on travaille sur un nouveau parcours mitoyen entre le 54 puis le 104 km, qui ne sera peut-être pas offert à chaque année, mais une distance là, aux alentours du 80 km avec une nouvelle section de sentier qu'on est en train d'ouvrir sur ma terre ici à Coin-du-Banc. Donc, qui va nous permettre de rallier l'Anse à Beaufils plus rapidement qu'en faisant le grand tour, puis qui nous permettrait là, de créer peut-être un parcours en boucle, justement, pour offrir un parcours de 80 km, quand même pas piqué des verres. Là. Oh, c'est une belle distance, 80 km. C'est pas trop. On est dans l'endurance, mais pas trop extrême. Puis, c'est une belle distance. Oui, c'est une bonne mise en jambe, oui. Oui. Puis là, tu parlais tantôt justement du 150 000, 240 km. C'est une nouveauté que vous aviez cette année. C'est une course de fou, là. Comment qui est venue l'idée là, de créer ça, cette distance-là? Ça, c'est de l'insouciance pure, laine. C'est une discussion avec Hélène Dumais. En fait, Hélène avait beaucoup apprécié sa participation à l'Ultra Trail Gaspésia 100 2019, où elle avait été une des 3 femmes à compléter le parcours, une des 3 premières femmes à compléter notre parcours avec Kelsey Hogan et Anne Bouchard. Puis, elle me rappelle, elle dit « Ah, Jeff, j'aimerais ça retourner vous voir en Gaspésie, mais moi, je refais jamais 2 fois le même événement. » Je dis « OK, c'est chouette. J'aimerais ça m'organiser une petite balade, là, quelque chose là, autour de 200, 230 km. » Je dis « Bon, c'est correct, je vais t'organiser ça. » C'est vrai que là, on a commencé à dessiner un parcours qui partait de Forillon, qui se rendait à Percé. Mais là, à force de faire des sessions de travail avec Hélène, à un moment donné, je lui ai dit « Hélène, je dis, tu sais, c'est cool qu'on mette toute cette énergie-là pour toi, mais pourquoi ne pas l'ouvrir à tout le monde puis à lui donner une distance, un chiffre magique? » Alors, c'est là qu'on a transféré la trotte d'Hélène en 150 000, puis en 60 heures d'Hélène, puis qu'on l'a ouvert vraiment à tout le monde. Alors, il y avait quand même une vingtaine de participants qui s'étaient enregistrés pour cette course-là. Mais le départ, c'est là Cap-Gaspé, puis ça se terminait au même fil d'arrivée à... Ça, c'était la théorie avant les péripéties. mais oui, l'idée de départ, c'était de partir de Cap-Gaspé puis de finir à Percé en passant par la pointe Saint-Pierre, qui est l'autre pointe entre Cap-Gaspé et le Cap-Barré ici à Percé. Mais bon, la pandémie a amené un paquet de péripéties qui nous a amené finalement à faire le départ du côté de Saint-Yvon, dans le secteur de l'Estran. C'est dans le secteur de Grande-Vallée, Petite-Vallée, où il y a le festival en chanson. Okay. De Petite-Vallée. Donc, non loin de là. Puis de créer une chevauchée à partir du Sentier international des Appalaches que Mathieu Blanchard a exploré l'été passé. Puis justement, sur la section qu'on est allé explorer avec lui quand il est venu. Alors, ça a drôlement bien tombé. Donc, on a débuté exactement où on avait commencé à courir avec Mathieu. Puis, voilà, c'est la chevauchée épique qu'on a offert cette année. En projet pilote, là, disons-le, parce que l'événement n'était pas fignolé, mais on a quand même eu 2 super guerriers là, qui ont complété le défi en 63 heures, mais le parcours est un peu plus long que ce qui avait été annoncé à cause d'une juxtaposition de 2 sections de GPX. Donc, ça a créé un parcours d'une vingtaine de kilomètres plus long que ce qui était annoncé. Donc, les gars se sont raccrochés à l'objectif de rallier le Rocher Percé, puis ont été les premiers finissants de cette chevauchée complètement folle-là. Quelle aventure, je comprends.
Oui, clairement. Ils ont-ils le titre de finisher pareil, même s'ils ont dépassé les 60 heures? On leur a donné le titre de survivant. Alors, c'est des survivants des premiers 60 heures d'Hélène. Donc, parce que, bon, ben, ils ont complété l'ensemble du parcours qui était prévu, mais comme il était plus long puis qu'ils ont dépassé le temps, nous, c'était quand même important pour nous de les accompagner là-dedans, d'autant plus qu'ils tenaient à rallier la ligne d'arrivée. Alors, ben, on a fait un peu de temps supplémentaire pour les attendre à percer. Ils devaient l'apprécier, ils devaient apprécier votre présence au fil de l'arrivée, j'en suis certain. Ben, je pense que la bière Pit Caribou qu'ils ont débouchée à leur arrivée a de loin été la bière la plus rafraîchissante de leur vie. J'imagine. Là, on a parlé de Gaspésia sans l'Ultra Trail. Il y a, comme tu dis, d'entrée de jeu, événement Gaspésia, c'est ici, bon, le Raid Marathon là, en vélo, le marathon sur route qui se tient plus en octobre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Puis vous avez une course, la série Trail Polaire, que ça se tient au mois de janvier. C'est de soir, si je comprends bien. Oui, c'est ça. La série Trail Polaire, c'est une petite série de courses qu'on a créée dans l'Est du Québec avec la participation de différentes stations de ski du Bas-Saint-Laurent puis de la Gaspésie. La série Trail Polaire, en fait, c'est des courses de 5, 10 et 25 km qui se courent la nuit sur les domaines skiables des stations de ski. Donc, ça permet de faire une course hybride entre la course à pied sur route, étant donné qu'on n'a pas besoin de se soucier où est-ce qu'on marche, mais la course en sentier parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Alors, puis bon, ben avec la nuit, la frontale, l'hiver, ça ajoute des dimensions avec lesquelles les coureurs n'ont pas nécessairement l'habitude de composer. Alors, c'est une petite série de courses, là. Généralement, on tient entre 2 et 5 trails polaires par année dans l'Est du Québec. Puis, en fait, c'est une série qu'on a décidé d'abandonner avant la pandémie, mais il nous reste une course qu'on s'est engagé à tenir en mars quand la pandémie a éclaté sur la planète. Alors, on va la tenir l'hiver prochain du côté de Saint-Mathieu-de-Rioux. Ça, c'est dans la MRC des Basques, tout près de Trois-Pistoles. Alors, c'est un super parcours. Le Mont-Saint-Mathieu offre des vues vraiment imprenables sur le fleuve Saint-Laurent avec un coucher de soleil qui est extraordinaire. Donc, c'est un de nos endroits chouchous. Puis, ben, on va y retourner pour une dernière fois avec le concept de la série Trail Polaire. Mais on placote d'autres choses là, pour l'hiver, pour s'occuper l'hiver puis pour permettre aux gens de venir découvrir nos terrains de jeu en hiver. Alors, on travaille sur un lopette de ski de fond, notamment, en s'inspirant là, des activités que réalisent nos collègues de la traversée de la Gaspésie à ski de fond depuis plus de 12 ans. On travaille également sur un marathon de fat bike en hiver. Puis, ben, on jongle avec l'idée de peut-être créer un Ultra Trail Gaspésia 100 hivernal à percer. Donc, c'est des trucs qu'on explore encore, puis on analyse bien gros l'hiver pour voir où est-ce qu'on pourrait avoir une fenêtre pour tenir un événement sans trop être victime des conditions météo hivernales. Alors, c'est encore à l'étude, mais ça va être annoncé à un moment donné. Ça travaille dans sa petite tête-là. En tout cas, tu prends jamais de break, toi, hein? Non, ben en fait, c'est un beau pays, la Gaspésie. C'est un pays qui mérite d'être découvert. Alors moi, ben, je l'explore sous toutes ses coutures, puis j'essaie de trouver le moyen de le faire découvrir au plus grand nombre de gens possible, dans des facettes aussi qui sortent des sentiers battus. Parce que ben, quand on ouvre le guide touristique de la Gaspésie, on voit la Maison Blanchette à Forillon, on voit le rocher tout le temps dans le même sens. On voit la photo du Mont Albert, c'est tout le temps le trottoir de bois. Mais il y a tellement à voir en Gaspésie, il y a tellement d'angles différents qu'on peut voir la Gaspésie. Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse, montrer des angles qu'on ne voit pas dans les guides touristiques officiels. Ben, ça fonctionne bien parce que, comme je disais d'entrée de jeu, tu es un personnage coloré, mais tu es vraiment un ambassadeur de la Gaspésie. On le sent, tu sais, quand tu partages des vidéos puis ton implication, là, pour nous, les gens de l'extérieur, là, tu n'as pas idée comment ça donne envie d'aller vous visiter. Là. C'est vraiment efficace, en tout cas. Ben, je le souhaite. Puis, ben, la réponse est bonne, hein, parce que là, voyez-vous, c'est l'été. Puis, ben, il y a beaucoup de voitures dans notre stationnement. Les gens sont contents de venir nous voir. Ce soir, on anime un atelier de dégustation de bière de micro locale. Il va y avoir une dizaine de personnes qui vont être autour de la table auxquelles on va faire découvrir des produits disparus des tablettes. Alors, ça va être bien, bien intéressant. C'est tout le temps un plaisir de placoter à propos de notre région avec les visiteurs.
Tu parles, tu fais référence là, au camp de base. Là. Parlons-en justement. Le camp de base, c'est vous êtes copropriétaire, toi et ta conjointe là, depuis quelle année? Depuis 2010, je crois, hein? Oui, j'ai appris que j'étais propriétaire d'une auberge pendant l'Ultra Trail Gaspésia 100 Ah oui? 2017 où il mouillait à verse, où Noé est passé 3 fois avec son arche pendant la fin de semaine. Alors moi, j'étais le moment où j'ai pogné du réseau en haut du belvédère de la côte d'Irlande. C'est là que mon téléphone a sonné et que j'ai appris que j'étais devenu aubergiste. Alors, c'est depuis 2017. On s'est engagé dans des gros travaux parce que c'est un bâtiment qui a marqué vraiment plusieurs générations de visiteurs en Gaspésie, mais qui souffrait un petit peu d'abandon par les anciens propriétaires qui, eux, étaient très vieillissants. Nous, on a acheté une dame, une légendaire dame de l'industrie touristique, Mme Lise de Guire, qui a opéré le bâtiment ici jusqu'à ses 94 ans. Donc, sa dernière saison, là, en 2016, elle avait 94 ans. C'était assez extraordinaire, exceptionnel. Alors, nous, c'est cette dame-là qu'on a acheté, puis on tente de perpétuer la tradition d'une hôtellerie authentique et d'une table régionale distinctive. Puis, on ajoute une nouvelle tradition, celle d'offrir des aventures personnalisées aux visiteurs ici à travers la planche à pagaie, le paddleboard, le kayak de mer, la pêche au bar rayé, le fat bike en été, puis en hiver, l'escalade de glace, le ski hoc, le fat bike, puis le ski de fond. Alors, on s'amuse comme ça tout au long de l'année. C'est un beau privilège qu'on a d'emprunter une partie de terre aux générations futures ici à Coin-du-Banc pour la partager avec les visiteurs. Puis les générations futures, ils sont directement dans l'entreprise parce que c'est nos 3 enfants qui évoluent avec nous dans ce projet-là depuis les tout débuts. Donc, on a 3 jeunes enfants, moi et ma conjointe, qui ont 8, 6 et 4 ans. Donc, vous vous doutez que le numéro 3, il n'a connu rien d'autre dans sa vie que la vie à l'auberge. Alors c'est bien le fun. Les enfants deviennent eux-mêmes des petits ambassadeurs de la Gaspésie. Puis, c'est le fun de les voir évoluer dans ce contexte de vie-là qui est un peu différent de ce que les familles normales vivent, mais qui est assez épatant. Parce que au même titre que vous êtes distinctif avec les événements sportifs, c'est la même chose pour l'auberge parce qu'au-delà du service d'hébergement, des services de repas, avec toutes les activités que vous offrez, là, c'est quand même particulier, là, propre à votre secteur, même à votre auberge, je dirais. Oui, tout à fait. En fait, à Percé, il n'y a pas beaucoup de pourvoyeurs de touristes d'aventure. Il y a le Club nautique qui offre des sorties de plongée sous-marine. Il y a Vol au plein air qui offre des sorties de kayak dans un autre secteur de la ville. Puis en hiver, il y a une entreprise qui offre du traîneau à chiens, mais il n'y avait pas d'autres activités de plein air qui étaient mises en valeur à Percé. Alors, nous, comme on les aime tous, puis qu'on les pratique tous, puis qu'on a les compétences et les brevets dans toutes ces disciplines-là. Puis on a décidé de les attaquer au grand complet, toute la gang en même temps. Puis évidemment, on n'est pas seul là-dedans. Là. Cet été, j'ai une équipe de 6 guides qui travaillent avec moi. Donc, j'ai même des gens qui sont encore plus compétents que moi dans les disciplines. Ça fait que c'est une belle richesse qu'on a de pouvoir travailler avec ces guides-là qui ont des qualités exceptionnelles puis des bagages intéressants à partager avec les visiteurs. Et pour les disponibilités, là, pour cet été, les gens qui seraient intéressés à y aller, c'est pas mal booké ou c'est quoi les meilleures dates pour réserver? Oui, c'est sûr que pour l'hébergement, les carottes sont pas mal cuites jusqu'au mois de septembre. Évidemment, là, au niveau de la restauration, au niveau de nos aventures, c'est toujours possible de réserver jusqu'à 24 heures avant l'activité souhaitée. À partir de septembre, là, ça va ralentir, puis on a des nouvelles disponibilités en septembre. Alors, on va être en mesure d'accueillir du nouveau monde. Puis, l'hiver, c'est le meilleur moment pour venir nous voir parce que, évidemment, on est très disponible. La Gaspésie est très tranquille en hiver. Puis, on l'a à nous seuls pour faire de la raquette, du ski hoc, du ski de fond. Alors, c'est vraiment un super moment pour nous visiter dès qu'on a une première belle couche de neige qui apparaît. Puis que, le paysage devient blanc et bleu sur des kilomètres et des kilomètres. C'est sûr, j'invite les gens à visiter votre site Internet. Là. Vous avez aussi des forfaits qui sont établis là, pour les gens qui veulent bouger. Fait que c'est très intéressant. C'est gentil.
Concernant Événement Gaspésia, autant qu'Événement Gaspésia que Camp de base, vous êtes, comme tu disais, vous êtes pas mal impliqué dans la communauté. Hein. Vous êtes sensible au niveau touristique, évidemment, faire connaître la Gaspésie, promouvoir, mais aussi par différentes activités, là, vous êtes impliqué dans la communauté chez vous. Oui, c'est sûr. Ben, avec Événement Gaspésia, on a créé différents programmes. On a des programmes communautaires, notamment à travers le Club de vélo de montagne Gaspésia, qui, chaque semaine, accueille 85 enfants de 2 à 14 ans qui viennent s'initier à la pratique du vélo de montagne du côté de Gaspé. Donc ça, c'est un beau succès qu'on a mis en place cette année. Dans un moment où la pratique du vélo de montagne est en forte croissance, puis qu'il importe plus que jamais de développer les compétences chez les pratiquants pour éviter les accidents. À Événement Gaspésia également. Puis bon, ben, ça, le camp de base est partenaire parce qu'Événement Gaspésia, c'est un organisme non lucratif qui a un conseil d'administration. Moi, je suis la principale personne sous la moustache de laquelle on met les micros, mais moi, je ne suis pas membre du conseil d'administration. Je suis le fondateur d'Événement Gaspésia, puis je suis le directeur de course, mais c'est vraiment administré par un conseil d'administration de gens engagés de la région, puis même de l'extérieur, qui sont des passionnés de la Gaspésie. Puis le camp de base, c'est une entreprise privée. Alors, le camp de base, avec Événement Gaspésia, bien, on prête nos terrains, puis on contribue à la mobilisation des voisins pour créer le projet Percé 360, qui consiste à aménager des sentiers de vélo de montagne qui se traduisent en sentiers de fat bike en hiver, en sentiers de ski de fond, puis à fédérer également des sites d'escalade de glace, des sites d'escalade de rochers également à Percé, à fédérer des sites de ski hors piste du côté de Percé également. Donc, un vaste projet, une vaste vision de développement d'infrastructures de plein air qu'on a mis en place à Événement Gaspésia avec la collaboration de gens d'affaires de Percé qui sont impliqués aussi dans la communauté. Donc, on tente vraiment là, de vraiment donner une saveur plein air à Percé pour que, oui, on vient pour voir le paysage, mais on peut s'investir dedans aussi puis découvrir ce super paysage-là sous différentes coutures. Puis, ben, c'est ce qu'on s'apprête à faire présentement avec des premières corvées de bûchage, de débroussaillage, puis de bushwalk présentement dans des secteurs de Percé qui sont magnifiques et qui sont vierges présentement. Tu dis découvrir le paysage, mais il faut toujours le faire avec une certaine conscience puis être sécuritaire. Ça m'amène à reprendre tes mots et à dire c'est le temps qu'on jase de sécurité nautique. Tu ne fais pas passer sous le silence, ça, c'est avec ce qui s'est passé cette semaine. Tu nous en glisser un petit mot? Ben, écoute, cette semaine, je me suis senti inspiré là, une soirée dans ma roulotte, puis je me suis mis à écrire un texte pour tenter de sensibiliser les gens à faire leur devoir en matière de sécurité nautique. Puis bon, mais à force de faire des entrevues, parce que j'en ai fait presque une vingtaine là, dans les 48 dernières heures dans les médias nationaux. À force de faire des entrevues, bien, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle aussi des autres disciplines du plein air, parce que le plein air a la cote présentement. Toutes les disciplines sont en pleine effervescence. Il y a des nouveaux pratiquants qu'on voit sur les sentiers, sur les parois, sur les rivières, sur la mer, puis qui n'ont pas toujours les compétences nécessaires pour pratiquer les activités. Évidemment, ils sont inspirés par ce qu'on voit sur Internet, sur Instagram, dans les magazines. Mais bon, ben, dans le cas de figure de la mer, quand on s'aventure sur la mer ici, ben, il y a un paquet d'affaires qu'il faut savoir. Il y a un paquet de techniques qu'il faut posséder. Il y a de l'équipement qui est nécessaire également d'avoir. Puis bon, ben, le cas de figure de cette semaine, c'est qu'on a eu à secourir un vacancier téméraire qui s'est aventuré sur la mer dans une embarcation totalement inappropriée pour aller sur la mer avec une simple pagaie, sans vêtements de flottaison individuels, sans équipement pour lancer des signaux de détresse. Puis, bon, ben, comme ça impliquait des jeunes enfants, ça m'a touché particulièrement. Puis, j'ai senti le besoin de lancer un cri d'alarme qui a visiblement été entendu, étant donné le nombre d'entrevues télé, radio et journaux que j'ai eu la chance de donner. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, bon, ben, il faut faire nos devoirs comme pratiquants d'activités de plein air. Les fédérations sportives offrent des formations dans toutes les disciplines possibles pour posséder les techniques nécessaires pour apprendre les notions qui nous permettent de lire le terrain, de lire les risques que comporte un terrain avalancheux, la montagne, les rivières, la mer. Puis si on juge que ce n'est pas pertinent d'aller se faire former parce qu'on ne pratiquera pas l'activité souvent, ben, j'invite les gens à faire affaire avec des entreprises qui sont membres d'Aventure Écotourisme Québec, qui, eux, vont être équipés
en équipement pour assurer la sécurité des gens, puis qui vont offrir aussi les services de guide qui sont formés techniquement dans la discipline, mais également en matière de sécurité en région éloignée. Donc, faire affaire avec des entreprises qui sont membres d'Aventure Écotourisme Québec, ben, c'est un gage de qualité et c'est un gage de sécurité aussi dans ces vacances. Alors, formation ou encadrement, c'est les deux éléments à retenir en plein air, puis ben, s'informer. La Gaspésie, c'est un beau pays, mais c'est un pays qui est dangereux. Juste là, dans les dernières minutes, le vent a changé de bord. Alors, il n'y a pas grand monde à l'eau présentement. On l'entend. On l'entend un peu, oui, moi aussi je l'entends. Mais donc, c'est ça, là. Nous, on a des sorties de kayak qui vont démarrer dans quelques minutes. On va être au guet là, à surveiller le vent parce que ben, ça peut gâcher des sorties de façon assez dramatique. Parce qu'évidemment, toutes vos activités sont sécuritaires. Il y a des guides professionnels qui assurent là, la sécurité là, des gens. Fait que quelqu'un qui voudrait aller en mer, par le biais de vos activités, c'est sûr que l'aspect sécurité, c'est primordial chez vous. Oui, absolument. Puis c'est le cas aussi dans toutes les entreprises qui sont membres d'Aventure Écotourisme Québec. Ici, en Gaspésie, il y en a plein des entreprises qui sont membres et qui respectent les normes de qualité de cette association professionnelle-là. Alors, ben, nous, on est très fiers d'en faire partie. Puis, ben, évidemment, on est très fiers d'encourager aussi nos visiteurs à visiter les autres entreprises membres d'Aventure Écotourisme Québec, ici en Gaspésie, mais également partout au Québec. Puisque le terrain de jeu québécois est extraordinaire. Tu sais, moi, je fais la promotion du terrain de jeu de la Gaspésie, là, mais quand je vais en vacances sur la Côte-Nord, dans Charlevoix, au Saguenay, dans les cantons de l'Est, je m'éclate comme un enfant dans un magasin de jouets. Là. Je suis un gars qui s'émerveille assez facilement avec la vue de montagnes, de lacs, de rivières. Puis ben, le terrain de jeu québécois est extraordinaire sous toutes ses coutures. Alors, ça vaut la peine de le découvrir, mais de façon sécuritaire. Oui, puis la pandémie nous a amené justement à découvrir ou redécouvrir justement le Québec là, avec ses beautés qui sont souvent trop méconnues. Fait que ça a été avantageux de ce côté-là. Oui, absolument. Puis j'espère que ça va continuer parce qu'il y en a beaucoup des régions à visiter au Québec. On peut, il y a quoi? Il y a 19 régions, donc à un voyage par année, ben, on en a pour 19 ans quand même à faire le tour. Là, donc, oui, effectivement. Ça vaut la peine de prendre des vacances au Québec. Il y a plein de belles choses à découvrir. Il y a moyen de sortir, de vivre de l'exotisme directement ici au Québec sans avoir à franchir des douanes. Alors, on a un très beau pays à visiter puis on est très, très gâtés. En terminant, j'aurais une petite question, la question qui suit que je voudrais dire. Tu préfères-tu ton chapeau de directeur de course ou de copropriétaire du camp de base? Ils sont très, très complémentaires. C'est une vie similaire. Directeur de course, c'est être aubergiste pour une fin de semaine. Tandis qu'au camp de base, ben, on est aubergiste, on est des hôtes toute l'année durant. Donc, en fait, là, moi, je prends congé du camp de base pour être hôte avec Événement Gaspésia. Puis après ça, ben, je reviens au camp de base, puis je redeviens un hôte au camp de base. Alors, pour moi, ça se ressemble beaucoup. C'est les mêmes choses qu'on fait. La seule différence, c'est qu'à Événement Gaspésia, ben, on met moins l'accent sur l'histoire puis sur l'art, notamment. Quoique, la plupart des trophées qu'on remet aux participants sont des œuvres d'art qui ont été faites par des artistes gaspésiens. Mais quand même, là, ici au camp de base, on a une galerie d'art de plus de 160 tableaux là, d'artistes gaspésiens. Alors, c'est une belle façon de mettre en lumière le talent des artistes locaux, mais je te dirais que c'est sensiblement la même vie, ces deux trucs-là. Donc, c'est de l'organisation, c'est de l'accueil, puis c'est ce qu'on aime faire de notre temps. Ouais, super. Fait que ça vient complémentaire, puis ça amène l'ensemble des deux volets amène des beaux défis. Oui, absolument. Oui, c'est des défis qui sont différents, mais qui sont passionnants dans les deux cas. Là. Cool. Ben moi, Jean-François, ça fait le tour des points que je voulais aborder avec toi. On s'est rendu au moment de présenter les prix que vous offrez aux défis vainqueurs. My God, hein? Qu'est-ce que j'offre déjà? Hein? Peux-tu m'aider, Jonathan? Je vais en profiter pour en rajouter. On invite certainement les gens à venir faire un événement d'Événement Gaspésia. Puis, on invite certainement les gens également à un séjour hors saison ici au camp de base
au camp de base Gaspésie. Les paramètres ben, sont indiqués sur ton site Internet. Je les ai oubliés déjà. C'est pas grave. Sûr que ça implique ces deux affaires-là. Ben, si je peux t'aider, en fait, on avait parlé d'un certificat cadeau de 100 $ pour événement Gaspésia, peu importe l'événement. Puis également un certificat cadeau de 100 $ pour le camp de base Gaspésie. Excellent. Ben, vous savez, le camp de base, là, ben, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des ravitaillements de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Puis c'est également le site d'accueil du marathon Gaspésia parce que le départ est donné juste de l'autre côté ici, sur la rue de la Plage. Donc, un secteur que les coureurs de l'Ultra Trail là, vont aborder un petit peu. Mais dans le cadre du marathon Gaspésia, là, on court toute cette portion-là jusqu'à la pointe de Saint-Georges où on voit le rocher en l'envers. C'est magnifique également. Alors, s'il y a des gens là, qui sont également des coureurs sur route, ben, je vous invite à venir nous voir en octobre. Puis si vous n'êtes pas des coureurs sur route, mais que vous aimez courir sur le plat, ben, sachez qu'à côté de notre accotement routier, ben, on a un accotement de gravel. Alors, c'est possible de courir notre marathon pratiquement sur la gravelle au grand complet. Donc c'est rassurant pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas ben frotter leurs chaussures à l'asphalte. Merci beaucoup. Merci énormément pour ces beaux prix. C'est très, très, très apprécié. Puis, de votre côté, vous aimeriez gagner un des prix offerts par Jean-François. C'est très simple. Vous n'avez qu'à faire des dons au défi vainqueur. Chaque tranche de 20 $ en dons vous donne une chance au tirage au sort qui aura lieu à la fin de l'événement le 20 septembre. Et une participation au défi, peu importe la distance, vous donne aussi une chance à ce tirage au sort-là. Donc, quelqu'un qui fait un don de 60 $ et qui vient marcher aura évidemment 4 chances au tirage au sort. Il me reste juste à vous rappeler que tous les dons amassés seront remis à la Fondation IUCPQ, plus précisément au département de cardiologie, vu que c'est ce qui me touche davantage. Joignez-vous à nous pour vaincre des maladies du cœur. Donnons, marchons, vainquons ensemble.